Alors, merci beaucoup, Sophie, d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de t'accueillir pour cette conférence dédiée au vivant, dédiée à la biodiversité. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, Sophie. Est-ce que tu aurais la gentillesse d'abord de te présenter? Voilà, qui es-tu, Sophie Swatton? Alors, merci beaucoup, Jérôme, pour l'invitation. Donc, je suis, moi, philosophe de formation, philosophe économiste, et je suis maître de conférence à l'Université de Lausanne. Alors, le terme exact, c'était en durabilité opérationnelle. Je ne me demande pas ce que c'est, mais c'est le titre officiel. Et puis, je préside également une fondation que j'ai créée enfin, 3 ans, ça fera 3 ans là en décembre, qui s'appelle la fondation Zoën, qui veut dire vivre en grec. D'accord, très bien. Mais je pense qu'on aura le temps de revenir sur ce que tu fais et sur cette fondation dans cette discussion qui va durer, on va prendre le temps, qui va durer 1 heure. Alors, je voudrais qu'on rentre finalement dans cette discussion par ta thématique centrale, à savoir les différentes approches philosophiques du vivant dans l'histoire, et puis de ce qu'il en est aujourd'hui de notre rapport au vivant. Alors, est-ce qu'on peut rentrer comme ça? Alors écoute, oui, on peut rentrer comme ça, en s'attardant peut-être, oui, sur la problématique et puis sur des pistes de changement et d'évolution dans la philosophie. Si tu me l'autorises, on pourrait peut-être essayer enfin, je prends la responsabilité de synthétiser en Absolument. disant que, voilà, en gros, il pourrait y avoir 3 périodes, en fait. La période un peu des Grecs, justement, puisqu'on parle de Zoé, comme ça fait transition, du vivre, où le vivant est plutôt considéré, alors il y a toute une approche cosmologique sur c'est quoi le cosmos, avec différents mondes, supralunaires, etc., le monde végétal, animal, être humain. Mais on est dans une approche finalement au fond, je vais pas dire le monde déchu, mais un peu que Platon après interprétera dans une approche un peu intellectualiste, hein, d'un monde aussi, d'une terre qui peut s'inspirer d'une idée ou d'un autre monde parfait dont on serait issu. Et donc on est dans une visée très intellectualiste dans lesquelles la société vise le bonheur, mais ça reste très théorique, très contemplatif. On serait à méditer devant un arbre, ou à méditer devant c'est quoi le bonheur. Alors, à l'époque, il y avait quand même des esclaves qui permettaient aux philosophes, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'esclaves, mais en théorie non, en pratique ça se discute, mais en tout cas, il y a quand même cette idée voilà, de dire qu'on peut se permettre, certains philosophes pouvaient se permettre à une élite d'accéder à cette contemplation du monde des idées ou de ce que serait la nature, puisque la production est laissée au reste de la masse des êtres humains. Donc ça, c'est une première période du vivant, on va dire. Hein. Donc, comment le vivant, par l'observation, la participation, peut nous donner cette idée cette vision qui va nous conduire ensuite au bonheur et dont on peut comparer les sociétés humaines, etc. Et puis, problématique, deuxième grande période, on est plutôt au 18e, à partir de là, on va dire le monde des Lumières, va nous conduire à une interprétation de la nature en tant que réservoir, en tant que voilà, réservoir dans lequel on va pouvoir puiser, et dans une conception très horlogère, mécaniste en fait, artificialisée du monde que l'on peut reproduire. Donc au fond, le vivant, les animaux, les êtres humains, nous ne serions que des machines que nous pourrions, nous, en tant qu'êtres humains homo faber, reproduire à l'infini. Et du coup, on va un peu se couper, même dans la vision qui était intellectualiste, mais contemplative. Et du coup, on va un petit peu se couper et s'extraire, nous, en tant qu'êtres humains, comme si nous étions en haut de la chaîne alimentaire, Ouais. comme si nous étions dessus, voilà, que nous dominions encore ce monde et non plus dépendants dans un monde d'autres mondes qui pourraient être autour, hein, et avec lesquels nous pourrions interagir. Et là, non, on est plutôt dans cette idée que la nature est là pour nous rendre service, pour nous fournir du matériel, de l'énergie, à manger, et qu'on peut déforester, enfin faire on pourrait dire, une vision qui jusqu'ici nous a conduit à la perception actuelle de cette idée, alors je vais dire un gros mot, mais de substituabilité du capital technique au capital naturel. De dire, bon,
allez, on peut couper 3 arbres, c'est pas un problème, on peut en replanter. Voilà, on peut saccager les sols et puis on reconstruira. Et donc, arriver à un stade ultime où la technologie est considérée pouvoir nous apporter seule un remplacement du vivant, en fait. Voilà. Le vivant est à notre service et on est distancié par rapport au vivant, qui est une ressource, en fait. Exactement, exactement. Et alors là, on se retrouve, tu vois, Jérôme, un peu coincé parce que on s'est rendu compte que cette approche, hein, qui philosophiquement se défend tout à fait dans une conception instrumentalisante de la nature, hein, au service d'eux, pourquoi pas, avec une vision d'économie, si on prend Aristote, hein, qui a évolué depuis l'oikonomia et l'économie perçue comme au service du politique, de la cité, du bien-être, on se retrouve dans une vision de l'économie qui s'est tellement émancipée que c'est plus il n'y a plus cette idée d'échange et de la monnaie échange, mais c'est la monnaie pour la monnaie, en fait, et l'économie, du coup, dans une bulle financière, spéculative, qui s'extrait de l'économie réelle, c'est-à-dire l'emploi, voilà la base. Et du coup, c'est exactement pareil pour la nature, sauf que on en arrive au dépassement très important pour l'éthique, on le verra plus tard, des limites planétaires. Très important, c'est-à-dire que sur les 9 limites planétaires identifiées par les chercheurs, les scientifiques, dans les différents rapports du GIEC, on se rend compte que oui, le réchauffement climatique, c'est un problème, mais il y a plus grave. Donc, votre défi tombe bien, c'est la biodive. C'est le taux d'extinction des espèces. C'est la manière dont, à force de penser que le vivant est à notre service, même les insectes deviennent rares. Ça devient compliqué. Donc, on sait le rapport d'ailleurs entre l'évolution climatique et la biodiversité. Les deux sont extrêmement liés. Ça serait idiot de penser que, voilà, enfin, ça serait complètement prendre en compte que le réchauffement climatique sans la biodiversité, qui est même plus catastrophique, hein, en termes d'effondrement du vivant. Là, on parle vraiment d'effondrement du vivant, avec un taux d'extinction des espèces, hein, je fais une parenthèse, normale, à peu près, qui est de, en gros, 10 sur 1 million par an. Et là, on est entre 100 à 1000 fois supérieur, pour donner une indication. Hein. C'est la vitesse d'extinction. Vitesse d'extinction. Donc, c'est justement le mot vitesse qui est important, c'est pas que ça s'éteigne. On a toujours eu, on va vous dire, oui, mais ne vous gonflez pas, le réchauffement, il y a toujours eu, les espèces, ça va, ça disparaît, ça vient. Oui, 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 mais le problème, c'est pas que ça disparaît, c'est la vitesse à laquelle ça disparaît. Et c'est ça qui est hyper nouveau et très dangereux. Et donc, du coup, aujourd'hui, on en arrive à se dire, bon, ok, on a les pangolins, ça s'est pas bien passé, la chauve-souris, on a un petit peu attaqué son habitat, donc à force de construire, de détériorer, artificialiser le sol pour nous, ça finit, alors on va pas rentrer dans l'hypothèse Gaïa, mais ça finit par revenir un petit peu, donc, et ça s'explique tout à fait rationnellement et scientifiquement. Plus on a de biodiversité, plus les virus sont contenus, donc moins on a de risque de contagion, de transmission, plus on est protégé nous en tant qu'espèce humaine. Donc si on est vraiment malin, pour nous protéger nous, éviter qu'on disparaisse à la fin du siècle, puisque c'est ni plus ni moins quand on est, juste le rappeler au passage, hein, c'est juste ça, hein, petite anecdote. Et donc l'idée, c'est de se dire, bon, est-ce que finalement, on ne pourrait pas revoir, et c'est la troisième conception de la philosophie qui est en train de se dessiner, parce qu'elle n'est jamais arrivée, jamais. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver, alors Descola avait commencé, hein, à remettre en question cette séparation nature-culture, et puis peut-être à se dire que on n'est peut-être pas au sommet de la pyramide, en tout cas on l'est puisqu'on domine, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de se remettre un peu plus humblement comme une espèce parmi d'autres? Après tout, on est des animaux, même si ça peut paraître vexant, on reste quand même des mammifères. Bon, pourquoi pas? C'est joli d'être un animal. Pourquoi pas, hein, il faut assumer, hein, on a des cheveux, voilà, on peut encore allaiter ou pas, enfin, on choisit, on est très libre, mais en tout cas, a priori, on reste des animaux. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut, avec les autres congénères, se mieux vivre ensemble et essayer peut-être de prendre en compte les limites planétaires, les limites du vivant, qui font que peut-être qu'une philosophie plus respectueuse de notre vulnérabilité, de la vulnérabilité de la Terre, s'offre à nous. Et là, ça devient intéressant puisque ça ouvre tout un champ sur un mot à la mode, le care. On y reviendra après, c'est vrai. Ouais. Voilà, le soin qu'on apporte à la terre, aux autres, à soi, et des corrélations en fait entre le soin à la terre, voilà, et essayer d'intégrer ça dans une philosophie du vivant qui permettrait d'envisager une forme de porosité entre les mondes et une forme de respect un peu plus effectif que c'est le cas à l'heure actuelle.
Ouais. Alors, je vois qu'on a fait un saut quantique entre Platon et puis la pensée, on va dire, matérialiste, plus moderne. Et puis, il y a une question que je trouve très intéressante, bon, hop, je la prends, de Laure Modesty, et qui dit, et l'héritage de la Bible dans tout ça, puisque dans la Genèse, euh, Dieu les bénit, Adam et Ève, en leur disant: soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Waouh. Alors, comment on prend tout ça? Parce qu'après, on va parler, j'espère, de spiritualité. Donc, je trouvais que ça faisait un lien assez intéressant. C'est parfait. Merci alors pour, C'était pas prévu. c'était excellent. Alors j'ai fait un rapide, c'est excellent parce que je m'attendais aux questions, voilà. Donc c'est parfait parce que justement, alors là je reviendrai par exemple à un auteur comme Lynn White qui explique, qui revient en racine dans son ouvrage, en racine historique de la crise écologique, et précisément il cite la Genèse. Il explique qu'en fait notre interprétation de la Bible est justement de proliférez-vous, multipliez-vous, dominez la terre, soyez maîtres des oiseaux, des animaux, etc., a été interprété dans un sens uniquement de rapport de domination, pour les soumettre, pour les mettre sous notre joug, pour les faire ployer. Et donc, c'était pas dominer au sens de élevez-vous, et c'est comme multipliez-vous, c'est peut-être pas de faire 10 gamins, peut-être à se multiplier aussi en sagesse, en pensée. Donc, c'est sur peut-être la manière, et là, ça devient extrêmement intéressant sur toutes les analyses philologiques. Et je rejoins les traditions aussi voilà, de la Kabbale ou ésotérique sur l'interprétation des mots et du sens sacré. Et du coup, voilà, le problème de la Genèse, c'est pas la Genèse, c'est l'interprétation qu'on lui en a donnée. Et du coup, aujourd'hui, ça me permet, alors là, je fais le lien, à expliquer le renouveau de l'encyclique Laudato Si du pape François, qui justement est revenu sur l'interprétation de la Genèse, le lien au peuple premier, le lien aux autres éléments du vivant, en réajustant, si j'ose dire, et en expliquant que ces rapports de domination ne devaient pas se percevoir sans comprendre justement le care, le soin, sans justice sociale, justice environnementale. Donc, je dirais que par rapport à la Genèse, on assiste aujourd'hui, avec les églises vertes, il y a tout un mouvement aussi écologique au sein des églises qui a précisément saisi cette opportunité de repenser une philosophie du vivant pour se repositionner, pour faire même son mea culpa. Je pense notamment à toute la colonisation, à tous les mouvements des missionnaires, les catastrophes culturelles, l'acculturation que ça a pu causer dans certains milieux, chez les Indiens notamment, Canada, avec tous ces pensionnats. Et aujourd'hui, qui défend les Indiens, qui défend les peuples premiers? Ce sont les missionnaires et les églises sur place. Donc, je dirais basculement. Mauvaise interprétation et aujourd'hui renouveau. On va basculer peut-être de la philosophie à la spiritualité. Les deux sont très liés. Puis on a parlé de religion pour faire le lien. Justement, tu parles beaucoup de spiritualité dans tes interventions. Tu parles beaucoup des peuples premiers comme peut-être des sources d'inspiration pour se reconnecter différemment à son territoire et à la nature. En discutant, en préparant l'émission, tu as pris une très belle image de notre corps. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, et puis j'ai vu dans l'onglet la question de Béatrice. Ouais. Oui, sur l'influence. Donc, si tu veux, je peux faire bien un lien. Sûr, c'est une très belle image, effectivement, le corps. Et justement, je crois que quand je m'excuse d'avoir fait ce grossier résumé, donc j'ai dit je prends ma responsabilité de faire ce résumé en 3 périodes. Sophie. Et du coup, j'ai peut-être pas précisé qu'effectivement, c'était on est formé aussi beaucoup comme ça, un héritage occidental. Et donc, malheureusement, en Occident et même dans la manière dont on nous enseigne la philosophie, alors, selon moi, à mon époque, on enseignait, il y avait un petit peu de philosophie grecque, un petit peu de philosophie orientale si on le souhaitait, mais ça restait optionnel. Et donc, tout le champ de la philosophie orientale, de l'hindouisme aussi, du bouddhisme, de cette manière aussi de voir d'autres types de pensées qui intègrent le vivant, n'est pas la primordiale. Mais ce qu'on voit en fait, c'est qu'aujourd'hui, on assiste justement à un renouveau et une manière de se retourner. Alors, on le voit aussi pas mal par les pratiques philosophiques, par le renouveau, et je réponds à ta question, Jérôme, de spiritualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se pose évidemment la question du sens.
C'est pour ça qu'on parle aussi de religion, de sens, de spiritualité. Est-ce que ça fait sens de jeter un tiers de ce qu'on produit en alimentation? Est-ce que, je vais donner un exemple concret, est-ce que ça fait sens de dépenser 7 kilos de céréales pour produire 1 kilo de viande rouge? Sans parler de l'eau, oui. Allez, 4 kilos si c'est de la viande blanche, mais alors que ces céréales pourraient nourrir la planète. Est-ce que ça fait sens qu'en 40 ans, on ait vidé les océans des poissons, qu'il y ait des méduses sur les plages de Tunisie, voilà, et qu'on n'ait plus de poissons et que ça finisse en... Vous voyez, donc c'est là, ce qu'on essaie de toucher, c'est la question du sens. Comment on se positionne par rapport voilà, à ce monde-là, à notre production, à notre consommation. Et du coup, forcément, quand on parle alors sobriété, c'est pas super sexy comme terme, sobriété volontaire ou de se restreindre. Sur la joyeuse, ça la rend plus sexy. Oui. Ouais, puis à l'heure actuelle, tu vois, c'est vrai que se restreindre, bon, on est déjà très, très contraint, mais ça pose quand même une question de la limite. On parlait de limite planétaire, donc de la limite. Et du coup, dès qu'on parle de limite, de sens, de mode de vie, de s'interroger sur nos pratiques, c'est la spiritualité quelque part, c'est le sens. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me lève? Pourquoi tel travail? Quelle est ma mission de vie? Et du coup, les personnes vont peut-être, enfin tous, qu'est-ce qu'on nous donne comme outil de pensée? Qu'est-ce que la philosophie nous propose? Qu'est-ce que la religion nous propose? Donc, on assiste peut-être à un renouveau d'une revisite de sa propre religion, mais également, si elle n'est pas satisfaisante, d'aller voir ailleurs. D'où les philosophies orientalistes, d'où des pratiques type yoga, type néo-chamanisme. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. On le voit beaucoup dans les mouvements aussi en transition, en émergence, par rapport à la gouvernance, cette idée de cercle, qui n'est pas voilà, le top-down, mais de dire comment est-ce qu'on se pense tous ensemble en cercle, à la bonne place, et comment est-ce qu'on essaye de diffuser, de penser une autre approche au vivant. Comment peut-être que là, on peut nous transmettre des informations. Comment est-ce qu'on peut avoir, alors c'est tous ces mouvements d'EHUG, comment même les neurologues conseillent des balades, des marches, on sait que 10 minutes de marche par jour nous fait du bien. Comment la méditation peut aider à se soulager pour le dos. Voilà, donc je dirais aujourd'hui, la spiritualité, elle revient de fait par une forme de sagesse plus pratique, tu vois, plus incarnée. Comment est-ce qu'on peut se sentir mieux? Comment vivre mieux, comment penser mieux. Et c'est le grand retour que Malraux a annoncé du XXIe siècle. Il a annoncé en disant, je ne sais pas quelle forme ça prendra. Et là, moi, je suis persuadée qu'on est à ce moment-là un petit peu charnière de besoin, après une course effrénée à la consommation, à la production, de se demander comment on peut toujours être rentable pour une entreprise, une organisation, avoir un métier où on gagne sa vie, mais dans lequel ce ne soit pas que alimentaire, mais on y trouve aussi du sens. On veut être nourri spirituellement. Avant d'aller justement sur l'incarnation plus pratique de tout ça dans l'économie, tu parles parfois ou souvent des peuples premiers. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de leurs pratiques et de leur rapport, de leur propre rapport au vivant? C'est d'ailleurs presque pas un rapport parce qu'il n'y a pas de distance chez eux, en quelque sorte. Alors, c'est une question extrêmement intéressante. Les peuples premiers, oui, non, merci pour la poser. C'est pas souvent. C'est que les peuples premiers sont cités, je le dis tout de suite pour éviter tout malentendu, sont cités dans le GIEC, notamment dans le résumé, vous pouvez aller voir, si vous ne croyez pas, tapez GIEC résumé synthèse du rapport, et sont cités par des scientifiques dans leur pratique, dans leur mode de protection de la biodiversité, de la gestion des eaux, du vivant, comme ayant acquis par leur manière, par leur propre savoir, des méthodes de connaissance qui sont telles qu'elles participent à la protection du vivant. Et donc, ils nous invitent dans nos savoirs occidentaux, très rationalisants, qui sont ce qu'ils sont, mais qui ont aussi leurs limites, puisqu'on a vu les limites de la substituabilité du capital technique au capital naturel. Il y a un capital naturel qui ne se remplace pas, qui ne se refait pas. Allez voir les photos d'exploitation de la fracturation hydraulique du gaz de schiste au Canada. Il faudra des millénaires pour s'en remettre. Dans le sud de la France, il y a des terrains, des sols qui sont complètement minéralisés. Donc, les peuples premiers, eux, pensent d'entrée de jeu avec des savoirs sur lesquels, Jérôme, je ne m'étendrai pas, mais en se connectant à 52 générations ou à leur grand-père ou par des transmissions, ils ont, et les anthropologues le relèvent depuis des années, je pense aussi à Jérémy Narby et plein d'autres, des connaissances et des savoirs depuis des millénaires qui correspondent aujourd'hui à ce que découvrent les scientifiques.
Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, voilà, comment s'inspirer de ces peuples premiers, sans se prendre nous tous pour des chamans et avoir une nostalgie par rapport à un mode de vie que, personnellement, je ne pourrais pas adopter non plus, quoi, voilà, c'est pas ça. Mais comment eux-mêmes, qui sont en train de redécouvrir leur propre culture, comment ces peuples premiers qui ont tellement perdu, essaient eux-mêmes de transmettre ces savoirs à des jeunes qui partent pour gonfler la périphérie des villes, comment faire en sorte qu'il y ait une transmission des savoirs, comment nous, on pourrait ou pas en bénéficier, et comment construire en fait ensemble cette nouvelle philosophie et sagesse du vivant. Donc les peuples premiers, oui. Non, je t'interromps 2 secondes parce que je suis têtu. Et en fait, j'avais trouvé une image que tu avais prise sur le corps humain et le rapport entre l'homme et la nature qui était très jolie. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Oui, alors excuse-moi, j'ai complètement zappé, je suis partie sur… Excuse totalement. Alors le corps, alors ça c'est souvent en économie, on a souvent, oui, depuis on a parlé le sang comme l'argent, la monnaie qui circule. Donc le corps humain a souvent été en proie à des interprétations. Ce qui est intéressant pour les peuples premiers, c'est qu'effectivement, on ne va pas leur dire comment penses-tu ton oreille par rapport à ton corps. Ça n'a pas de sens. Mais quand on leur dit comment penses-tu ta spiritualité et la nature, ton rôle à la nature, comment penses-tu ton lien à la nature, c'est comme si on posait cette question. C'est comme si on me disait, bah, comment va ta main aujourd'hui? Ma main, ma main fait partie de mon système. Et bien eux, c'est pareil. C'est-à-dire que dans leur mode de vie, la nature est un environnement dans lequel ils sont incarnés, dans lequel ils sont intégrés. Chacun de leurs actes est pensé par rapport à la régénération de la nature. Donc, ils ne sont pas véganes pour certains. Donc, certains vont aller tuer un jaguar ou tuer des antilopes ou manger de la viande. Mais encore une fois, tout à l'heure, tu vois, on parlait de vitesse. Ben là, on va parler de quantité. En principe, un lion, quand il a bouffé une antilope, les bébés antilopes, ils sont peinards derrière. Ils peuvent passer tranquilles, d'accord? Il a mangé, il les refus, ils savent pendant une semaine, elles sont pépères. Bon. Nous, le problème, c'est qu'on veut toujours en tuer plus. Et quand tu vois les chasseurs, les copains Trump en hélicoptère qui tiraient sur les ours un peu de partout comme des fous pour le plaisir, bon, les peuples premiers qui tirent sur le jaguar, il n'y a pas cette idée ils suivent des règles. Ils se disent on ne va pas tuer une femelle jaguar, on ne tue pas le père parce que… Donc, ils suivent eux-mêmes des rituels. Le mot rituel est un mot qu'on redécouvre. Donc, sans que ça soit une secte, sans que ça soit du complotisme ou un truc bizarre, mais le mot rituel, c'est-à-dire se retrouver dans des pratiques qui font sens, répéter des actes, se renouveler des actes qui font sens, ça devient intéressant. Et du coup, pour l'image du corps, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est un petit peu ça. C'est comment notre corps pourrait nous servir, comment on pourrait le repenser comme quelque chose de plus systémique, comment on pourrait se penser nous-mêmes englobés, comme l'oreille, la main, notre nez, notre bouche, comment est-ce qu'on pourrait nous-mêmes nous repenser à l'intérieur d'un corps plus grand qui serait la Terre. Avant de passer à la partie, entre guillemets, plus appliquée, si on peut dire, et économique, tu en as dit quelques mots tout à l'heure, je voudrais prendre la question de Kevin. Avant le premier des 3 temps de la pensée du vivant en Grèce, il y a le temps de l'Égypte avec la philosophie de la maths. Que pouvons-nous en tirer pour refonder notre logiciel du vivant? Alors, j'aimerais tellement, c'est vrai que je suis tellement habituée à renseigner ou à faire que du côté de la philosophie occidentale que j'ai parfait de l'autre côté. Effectivement, la pensée égyptienne est fondamentale. Alors, j'ai une pensée pour Bergson que j'aime beaucoup et qui explique que dans le mouvement d'élan vital, on pourrait en fait intégrer l'ensemble des cultures, l'ensemble des religions, l'ensemble des anciens dieux, des dieux antiques et des religions modernes, y compris les prophètes. Parce qu'on tend vers quelque chose de l'intelligence humaine qui se dépasse elle-même pour proposer des solutions à ses propres angoisses. Donc la religion pourrait être une réponse par rapport à la peur de la mort. Et ça pourrait être en fait une utilisation par la vie de nous aider à nous entraider. Pour aussi dépasser la fin de la survie de l'espèce. Et donc, Math, j'ai envie de dire la dieu de la justice aussi. Donc, je pense que dans l'Égypte ancienne, on pourrait assister à un renouveau. Mais là, je vous répondrai en disant qu'on n'est plus dans les savoirs tels que là, je les décris, puisque là, je parle de savoir occidental. Je parle de savoir comme prise dans les relations avec le vivant. Alors, dans la tradition orientale, qui pour moi me semble, j'assume, un stade au-dessus en termes de spiritualité et non plus de savoir, on est dans la connaissance.
qui n'est pas pareil. La connaissance n'est pas le savoir. Les savoirs peuvent être... Comment tu peux nous expliquer ça rapidement? Alors, la connaissance, pour moi, c'est la connaissance, ça serait la manière de se connaître soi. Alors, qui peut rejoindre Socrate, comme ça je réconcilie tout le monde, de se connaître soi-même. Mais c'est une forme de connaissance de soi, donc de spiritualité. Alors, je prendrai une figure, puisque tu aimes bien, Jérôme, que je prenne peut-être des métaphores, l'arbre. Pour moi, la connaissance, c'est peut-être se penser comme un arbre, cette fois-ci, pour essayer de redescendre à nos pieds, peut-être comme des racines spirituelles, donc d'un arbre qui va puiser dans une dimension verticale et profonde de ses propres racines, de sa propre religion, enfin de sa religion, de ses propres valeurs, en fait, croyances, de prendre tout ce qui peut constituer un individu dans ses parts d'ombre et dans ce qui est très important, ses émotions. Les émotions ont été bafouées, ont été ignorées. Pense à Descartes, les sens, le sensible, c'est sale, il ne faut que la raison. Alors que c'est très différent pour la philosophie orientale, il y a toute une dimension des sens et des émotions qu'il est important de bien comprendre, de canaliser pour les maîtriser. C'est peut-être ça la vraie domination dont on parlait aussi. Et du coup, ça permet, dans la connaissance, d'ouvrir. Alors, ça pourrait être, si on est en Inde, les chakras, ça pourrait être, voilà, encore autre chose, sur des connexions à d'autres types de divinités. Je pense aussi à l'hindou-bouddhisme en Indonésie, qui est extrêmement intéressant pour voir comment l'animisme se complète et se cumule avec d'autres types de religions. Et du coup, pour s'ouvrir sur ce qui pourrait être une forme de contemplation, comme chez les Grecs, mais à la différence près, et là je citerai encore Bergson, c'est qu'on rejoindrait plutôt une forme de mysticisme. Donc, ce n'est pas une contemplation juste esthétique, mais une contemplation mystique qui nous conduira à l'action. Eh bien, tiens, je rebondis là-dessus, on va passer à l'action. Tu veux bien? Et on va passer à une partie plus appliquée pour suivre ta pensée, parce que tout ça est évidemment très construit. Comment, en fait, au-delà de ces approches fondamentales, spirituelles, religieuses, tout cela se transpose finalement à l'économie, qui est l'un de tes grands domaines de recherche et d'application. Le lien. Le lien, c'est que justement, j'aimerais revenir aux racines de l'oikonomia, la loi, l'art d'administrer la maison, de l'économie comme art, pas comme science. Toujours ce petit complexe économiste d'utiliser des maths pour montrer que c'est une science parfaite. Mais à part les prédictions catastrophiques des époux Médo en 92 pour dire qu'on a le droit dormir et qui sont avérés vrais, le reste, des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, je dirais qu'on a besoin d'une éthique qui prenne en compte les émotions, comme je disais, c'est très important parce que nous sommes des êtres situés, nous sommes en interdépendance, nous sommes des êtres reliés. Je vois qu'on parle là du médecin qui soigne et la nature qui guérit, mais complètement. Et donc, on a besoin des autres pour se guérir soi. Dans la connaissance, c'est aussi comment je suis reliée dans cette dimension on va dire verticale, mais il y a également une dimension horizontale qui sont tous les autres que moi. Toute ma D'ailleurs, je fais une petite aparté. Si vous voulez réfléchir à tout ça, il y a la thèse que vient de sortir Gaël Giraud, justement, sur la redéfinition du commun dans les religions chrétiennes, qui est passionnante. Mais ça fait 800 pages, donc voilà, je te laisse continuer. D'accord. Et ben voilà. Donc l'idée, c'est qu'on fait partie en fait du problème en tant qu'être humain dans les différentes interprétations qu'on a pu avoir de la nature. Donc on doit faire partie de la solution. Et du coup, la manière dont je me situe, c'est quelle serait une éthique du care, du soin à l'autre, du soin à soi, du soin à l'environnement, qui soit un point de départ intéressant. Et donc mon approche reste quand même anthropocentrée. Je l'ai dit, c'est quand même notre espèce qu'on souhaite quand même sauver. Je ne peux pas penser comme une montagne, disait Ness, donc c'est très joli dans cette manière de redécouvrir le rapport au monde, mais on n'est pas non plus, c'est difficile d'être pathocentré, de penser comme une plante ou d'avoir une approche trop écocentrée en tant qu'être humain, c'est compliqué. En revanche, on peut tout à fait penser dans les limites planétaires. On peut tout à fait penser à l'intérieur de cette chaîne-là, c'est-à-dire tout simplement ne pas prendre plus que ce que la Terre peut produire. Donc, je ne me rappelle plus à quoi je devais répondre. Oui, la théorie aussi, on avait, enfin, ça rappelle à la théorie du donut, et puis à comment tout ça s'incarne dans l'économie concrète, en fait, si tu veux. Alors, exactement. Le défi, Jérôme, c'est de passer de cette éthique du care, de cette spiritualité, de cette prise en compte des émotions, d'une éthique du care à une économie du care.
à une économie, un petit peu de la résilience, un terme très à la mode également. Et donc, aujourd'hui, je pense que peu d'économistes contestent le fait de devoir rester dans cette théorie du donut de Kate De Raworth. moins en moins, disons. De moins en moins, voilà, de plus en plus l'acceptent, de moins en moins la récuse. Et c'est très simple, c'est de dire qu'il faut passer d'une économie linéaire, je prends, je consomme, je jette, à une économie circulaire. Donc je prends, je ressource, je recycle en fait, quelque part, mais en contrôlant ces flux de matière. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est les flux de matière. Si vous dites je fais que recycler, c'est super, mais que on sort du plastique avec des millions de tonnes chaque année, c'est problématique. C'est ce 6e continent. Donc, l'idée, ce serait de recycler, mais en freinant. C'est du bon sens, en fait. Et donc, une économie qui prenne en compte le respect du vivant, le respect des limites planétaires, est une économie qui s'inscrit dans ce donut et qui donc se pose la question, qu'est-ce que je peux produire ? Comment ? Qu'est-ce que j'ai dans ma chaîne de valeur, de la production à la consommation, comment je peux faire en sorte d'avoir de l'éco-conception, peut-être plus de services, peut-être plus de réparation, comment je pense ma matière première, le lien dans tous les processus. Et c'est ça, en fait, qu'il s'agit de faire. C'est pas de dire non, on va revenir à l'âge des cavernes, on l'entend souvent, déjà ça serait un peu compliqué, techniquement parlant, mais comment dans la manière que l'on a, et ça concerne, je dirais, tous les secteurs de l'économie. Ça concerne l'urbanisme. Est-ce qu'on ne peut pas débétonner ? Il y a beaucoup d'études en ce moment. La ville de Bordeaux, d'ailleurs, est en train d'avoir un projet pour y réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas, plutôt que de mettre que du béton, truc tout simple, mettre plus d'arbres ? Comment est-ce qu'on intègre le végétal sur les toits avec des panneaux solaires, par exemple ? Comment est-ce que, en termes d'alimentation, on va penser des quartiers avec des circuits plus courts entre des maraîchers, des épiceries locales, des productions pour nos enfants, si on continue à en avoir, dans les cantines scolaires. Donc voilà, je dirais l'ensemble, dans le textile. Le textile, la manière de faire, c'est-à-dire comment, et on le voit dans les grandes marques du luxe qui ont de plus en plus de mal. La fourrure, bon, ça passe pas bien maintenant. Donc comment est-ce qu'on peut négocier, voilà, pour travailler avec des agriculteurs qui vont élever des bêtes dans la bienveillance, qui vont être à l'air libre et pas à faire des hublots dans des vaches de manière catastrophique. Donc, c'est comment est-ce qu'on va penser avec d'autres producteurs ou d'autres secteurs pour qu'on puisse peut-être manger moins, plus cher, mais mieux, une production de viande de qualité, mais ça veut dire accepter de payer plus cher pour qu'ensuite, là je donne un exemple, la bête qui est abattue, que sa peau puisse servir pour faire du cuir ou autre chose. Donc c'est penser aussi dans les rapports du vivant, dans les rapports à la terre, dans tous les différents métiers, une forme de bon sens, de bienveillance et d'entraide. Donc on revient à ces dimensions fondamentales de solidarité, d'entraide, de care, de soins, où l'humain, dans cette approche-là, tu le vois par rapport au début, est pensé en interreliance avec les autres et avec son milieu. C'est un petit peu la dimension ancrée et incarnée de l'économie. On va rentrer encore plus dans ton travail, tu vois, on s'en rapproche, enfin on est en plein dedans, mais dans ton travail plus opérationnel, puisque tu as créé une fondation et tu milites depuis des années pour un revenu de transition écologique. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, après on reviendra sur d'autres questions qui sont apparues, mais j'aimerais qu'on aborde d'abord ce travail que tu fais de militant d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça veut dire ce revenu de transition écologique ? Oui, alors ce revenu de transition écologique, il ne se comprend pas si on n'a pas en tête les limites planétaires, effectivement. Donc, il se comprend à l'intérieur des limites planétaires. Alors, pourquoi j'ai vu qu'il y avait une question sur pourquoi est-ce que ça reste anthropocentré ? Je dirais oui, c'est anthropocentré dans une éthique du care environnementale, dans une approche des limites planétaires. Donc, c'est l'idée de se dire, voilà, on a quand même encore 10 ans pour agir par rapport à toutes les horreurs que j'annonçais au début. Je ne parle pas du manque du sapin, je crois qu'on a bien compris. Donc, c'est de dire, on a 10 ans pour agir, et donc, c'est une question de priorité et de bon sens. Qui fait quoi ? Quelles sont, je ne prétends pas avoir l'exhaustivité de toutes les initiatives qui sont menées, mais grosso modo, si on prend une bonne échelle, qui est le localement, avec une montée en puissance progressive, qui fait quoi, comment sur chaque territoire, d'accord, en termes de mobilité, en termes d'agroforesterie, de permaculture, de mobilité douce, je pense aussi au SCOT, au territoire énergie positive, en bâtiment, en biosourcé, en low-tech, les jeunes ingénieurs qui n'ont pas envie de faire de l'obsolescence programmée en termes de nouvelles technologies. Et comment est-ce que dans ces initiatives, on va les soutenir ?
parce que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, annonce des millions d'emplois, 60 millions d'emplois qui seraient créés par la transition écologique d'ici 2030, mais on a du mal à les voir. Parallèlement, là, les emplois se perdent. Ça ne s'arrange pas avec la crise sanitaire. Donc, l'idée, c'est de dire comment, entre un imaginaire, et c'est sur l'imaginaire qu'il faudra agir, où on voit juste se planter des tomates, poser des panneaux solaires, est-ce qu'il n'y a pas plein d'activités qu'on a du mal à visualiser parce qu'on manque d'imagination. Dans tous les films qu'on trouve sur les chaînes de télé, c'est des trucs qu'on se trucide ou on s'entretue. J'ai vu qu'il y avait une question sur la compétition et que c'est compliqué. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, moi, ce que je propose, c'est de dire on va soutenir en priorité tout le monde, mais à condition que la priorité soit donnée à des activités à impact écologique et social positif. Traduction, inscrit dans les limites planétaires. En gros, c'est pas pour aller essayer de trouver une exploitation nouvelle de gaz de schiste, par exemple. Sans doute. Peut-être, voilà, je dis c'est du bon sens. Peut-être se dire, il y a une initiative de jeunes là qui veulent faire de la permaculture en forêt ou d'autres qui sont en train de construire des startups, voilà, pour faire de la finance durable. Tu vois, c'est hyper varié en fait. Et donc se dire, ok, de quoi ils ont besoin ? Ils ont besoin d'un revenu monétaire. Ils ont besoin aussi quelquefois de formation. Donc c'est une sécurité. Je pense aux agriculteurs en bio qui veulent passer en bio. Ils vous disent, ma petite dame, c'est bien gentil, mais moi je fais comment ? Alors, une sécurité financière qui soit comme une garantie de revenu ou un complément de revenu à définir. En tout cas, un revenu monétaire. Mais ça ne suffit pas. Sinon, vous faites que des gens encore plus individualisés. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils soient reliés. Donc, 2, vous proposez un accompagnement adapté. Et 3, c'est de dire, on va proposer une mise en réseau. Aucune des personnes n'a envie d'être seule, sinon ça n'a pas de sens et vous aurez de l'effet rebond. Si vous multipliez les écosystèmes et même la rénovation énergétique, peut-être que les gens vont partir encore 5 fois plus en vacances parce qu'ils auront économisé sur la facture d'énergie. Mais si on pense les rénovations de bâtiments, les écoquartiers dans des sites qui font sens, avec plus de paysages, avec plus d'accès aux vivants, ça devient intéressant. Voilà, donc du coup, ces 3 composantes du RTE, donc je répète, le droit à un revenu, à une formation, à une mise en réseau, c'est ce qu'on appelle le revenu de transition écologique en fait, et ça peut prendre sens à travers une 3e voie, c'est-à-dire qu'entre tout État et tout marché, on peut imaginer la création d'un modèle économique nouveau sur des territoires qui fonctionne d'ailleurs avec les entreprises locales, avec les collectivités locales, mais sous la forme de participation, de création, on pourrait dire, à des coopératives de transition. Donc, comment ensemble, on crée de la coopération, pour reprendre mes collègues Gauthier Chapelle et Pablo Servine, comment est-ce qu'on crée, à l'image d'ailleurs de ce qu'on trouve dans l'économie et qui s'inspire, j'ai vu aussi une remarque par rapport au biomimétisme, une économie qui s'inspire tout simplement du vivant, économie symbiotique. La symbiose qui existe entre les champignons, les arbres, comment on s'en inspire. Dans le biomimétisme, c'est pareil, comment on s'inspire de la respiration des arbres, du vivant pour construire. Et c'est exactement ça qu'on essaie de faire avec ces coopératives de transition dans différents territoires pour essayer, en fait, je peux redire le mot, d'accroître la coopération et la résilience des territoires. Le but, c'est d'arriver à une autonomie alimentaire, en déplacement, en mobilité, pour que les gens puissent avoir une activité, alors je reviens à la spiritualité, qui fasse sens, mais dont on en vive. C'est pas grec, voilà. Et donc, on relie le meilleur des 2 philosophies et des 2 mondes avec une pratique qui soit inspirante, qui inspire et dans laquelle on se sent bien. Et surtout ouverte. On n'est pas dans une société close. C'est une société ouverte qui soit utile à l'humanité. Donc, ça voudrait dire que ceux qui montent un projet qui fait sens a priori, après, il y a des critères à mettre en avant, je suppose, on leur donne par mois, combien ? 1000, 1500, 2000 euros, ça dépend des pays. Comment ça s'organise et ça devient concret ? Alors oui, on leur donne. Alors là, la première coopérative de transition écologique les statuts ont été créés il y a 1 an dans la ville de Grande-Synthe, dont le maire à l'époque était ni plus ni moins que Damien Carême, donc un maire très engagé et qui a vu dans le RTE un moyen, alors j'insiste aussi, une brique pour compléter un dispositif de minimum social garanti qui met en place. Et donc, il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas non plus l'idée, c'est de compléter. Et de se dire que dans une ville, je rappelle, où le revenu médian est inférieur à 9 400 euros,
Ça veut dire que vous avez 50% de la population qui touche moins annuellement. L'idée est 30% de chômage avec près de 40% pour les moins de 30 ans. Le RTE, justement, peut être une garantie de revenus. Donc, c'est pas forcément 1000 euros, ça peut être, c'est des francs suisses. Pardon. Là, l'euro suisse. Oui. Schlouf. Donc, ça peut être sous forme, voilà, de dire on a besoin de 400 euros par mois. Ça peut être aussi un capital, je pense, les premiers RTE viennent d'être versés là, mais sous forme aussi de système D, c'est-à-dire par le biais aussi des contrats CAP. Par un mécanisme d'accompagnement d'une coopérative Osons entreprendre à Grande-Synthe. Et du coup, certains ont besoin, un informaticien de 42 ans voulait, lui, informaticien, tu peux comprendre le truc, voulait investir dans un vélo cargo pour faire de la réparation à domicile de vélo et se déplacer lui-même. Et donc, il lui fallait 5 000 euros. Donc là, la coopérative a décidé de lui allouer. Donc, il a pu acheter son vélo. Maintenant, il va pouvoir se verser des salaires. Et l'idée, c'est qu'ensuite, il se serve de ses compétences d'informaticien pour créer une application. Et rembourser. Voilà. Il rembourse avec le métier. Voilà, c'est ça, c'est nouveau métier. Donc, ça peut être concrètement, 1 000 euros, 500 euros, 400 euros. Et je dirais que ces critères se définissent dans une coopérative de transition avec les partenaires, avec les… Alors, si on reprend le gâteau, si tu prends en France, il y a la SIC, c'est les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui est un modèle très intéressant, juridiquement parlant, oui. Parce qu'il permet d'être dans une approche que j'aime beaucoup, tu l'auras compris, inclusive. Oui. On n'oppose pas les gens. Il y a cette coopérative-là, mais à laquelle peuvent adhérer une entreprise de menuiserie, une entreprise… pourquoi pas pourquoi pas, oui. Mais une banque, le crédit coopératif serait très bienvenu. Il pourrait payer un peu plus cher sa part sociale, mais ce serait bien. Je suis d'accord avec toi, mais on ne rentrera pas dans ces détails. Tu vois, mais c'est comment, ensemble, ces partenaires vont définir, sur la base d'aides scientifiques, de diagnostic régional, territorial, de quoi on a besoin. Allez, projet. Oui, donc ça veut dire que ton approche, d'ailleurs c'est très logique, est extrêmement territorialisée et ce n'est pas un système monobloc, mais c'est un système qui s'adapte aux besoins de chaque entité qui va l'utiliser. Exactement. Et alors, du coup, comme ça, je réponds aux questions. Je vois Anne et d'autres. J'essaie de prendre des groupés. Je te les poserai, t'inquiète pas. Mais sinon, effectivement, c'est la déformation des étudiants pendant les mains levées. On s'habitue aussi à la technologie, à ces formes-là. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et du coup, oui, donc c'est à la fois un diagnostic territorial, Jérôme, de dire, mettons-nous à la Dijon, Paris, dans 10 ans, on risque d'avoir des pics à 50 degrés. Bon, on comprend qu'il y ait des fuites en masse vers la campagne. Est-ce que ça fait sens d'avoir vous voyez le bon sens? Est-ce que ça fait sens d'avoir des villages qui sont dépeuplés alors qu'on va se retrouver dans des villes? Et voilà, alors si on essaie de recontextualiser, pour chaque territoire, on a 4 territoires en expérimentation en France, de RTE, de revenu de transition écologique, c'est de dire qu'est-ce qui va arriver dans le territoire? Quels sont les communs? Tu as dit le mot protéger. De quoi on va avoir besoin? Est-ce qu'on va manquer d'eau? Est-ce qu'on a des forêts? Est-ce qu'on a des fleuves? Quel pourcentage de production on doit assurer? Donc, c'est de faire un diagnostic tout simple qui va changer entre Paris, le sud, le nord, ou si vous êtes plutôt en plaine, dans les montagnes, donc forcément ça va changer. Et suite à ça, donc on va pouvoir élaborer des critères en fait. Et puis, alors moi je travaille beaucoup là-dessus en Suisse aussi notamment, sur les critères d'impact, mais aussi sur les critères de sélection des projets. Les critères de l'ESS servent l'économie sociale et solidaire, cette troisième voie, je ne vais même pas parler, c'est une voie dans laquelle fait sens le revenu de transition écologique. Mais ça veut dire que c'est une personne, une voie. Donc, ça veut dire qu'aucun des critères ne va être imposé, ils vont être discutés. Et du coup, les statuts, c'est pas juste employé ou c'est entrepreneur, salarié. Donc, on va glisser vers l'acquisition de l'entrepreneuriat pour un public qui pouvait être qualifié de précaire ou d'assisté, avec de la stigmatisation. Et inversement, dans des entreprises plus classiques, peut-être aussi se former à la gouvernance ou avoir l'occasion, l'opportunité d'identifier des nouveaux besoins sur le territoire et de pouvoir suffisamment tôt s'y former, s'y préparer pour les inclure par rapport à une demande qui va être faite dans les 10 ans. Donc, c'est comment on fait de la mutualisation de compétences. Une entreprise pourrait dire, moi, je vais amener une
compétences sur des business plans, avec des jeunes en agroforesterie qui n'auraient pas ces compétences-là, par exemple, ou qui auront besoin de terres. Donc, la municipalité, à certains endroits, va leur fournir des terres pour pouvoir gratuitement les exploiter, alors qu'ils pourront livrer après une école qui elle-même va s'engager à faire de la formation. Il y a des CAE, comment on va mutualiser des ressources en secrétariat, en gestion, plutôt que d'inventer à chaque fois la roue. Donc, c'est encore une fois, ce qu'on essaie de faire là, ça, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on a vu depuis le début, c'est comment recréer une forme de porosité entre des formes juridiques qui s'ignorent, entre des métiers complètement différents, pour qu'on ne fonctionne plus en silo, mais qu'en fait, on soit un corps économique, oreilles, tête, nez, pieds. On y vient à l'image corporelle. On va revenir encore, c'est fondamental, Sophie. Avant de passer, on va avoir quelques minutes pour écouter vos questions en direct. Donc, je vais vous demander quand vous pouvez, si vous voulez poser des questions en direct, de lever la main, comme vient de le dire d'ailleurs Sophie, qui devient très technicienne du Zoom. Mais j'avais une dernière question. Rapidement, quels sont les freins en fait que tu rencontres dans ton envie de développer ce revenu universel de transition écologique, ce revenu de transition écologique. J'étais extrêmement mauvaise élève, j'ai lu la Tu ne m'écoutes plus, Sophie. Quels sont les freins que tu rencontres? Oui, tu vois qu'on ne peut pas faire le cerveau, il est adapté. Tu vois, voilà. En plus, je peux rester concentrée, Sophie. Quels sont les freins que tu rencontres? Pardon. Alors, les freins, des freins d'ego. Ah oui? Il faut se moquer de soi, ça fait du bien, tu vois. Pourquoi des freins d'ego? Écoute, pour faire le lien déjà à la connaissance, aux spiritualités qui ont tout en commun, en tout cas dans ce que j'en connais, sous réserve de mon interprétation, encore une fois, ce que je trouve d'intéressant alors là, on est parti avec les Grecs, on pourrait aller dialogue avec l'ange, on pourrait aller loin dans cette idée de connaissance et de se connaître soi. C'est-à-dire que si on n'a pas pris en compte les limites planétaires, d'accord, donc l'approche de la Terre, écocentrée, si on peut, d'accord, mais si on n'est pas dans une approche soit humble, de se remettre en question, d'accepter le débat, d'accepter de pas monopoliser tout le temps la parole avec un surinvestissement, parce que d'avoir des problèmes de sens dans sa vie, c'est quelquefois dans le monde associatif, on sait ce que ça peut donner. Quand vous lisez la littérature de management sur j'ose le mot, sur les freins principaux aux initiatives de transition, je citerai un collègue, Michel Maximéguer, c'est le PFH. Est-ce que tu sais ce que c'est que le PFH? Absolument pas, mais tu vas me l'apprendre, tu vas nous l'apprendre. Tu veux vraiment que je le dise? Oui. Ou alors, en recording, tu fais attention, c'est le putain de facteur humain. Ah. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que 60% des initiatives échouent à cause des problèmes d'ego, à cause de problèmes de problèmes de reliance en soi, à cause alors j'ai parlé d'épuisement, ça peut être aussi de burn-out, de surinvestissement et de choses non clarifiées. Attention, je vais revenir au cercle, Chamik. D'où la question de la gouvernance, d'où la question de bien savoir pourquoi on s'implique dans ces modèles, qu'est-ce qu'on peut y attendre, ne pas être déçu. Donc, être capable d'être assez aligné en soi pour gérer ses émotions, être capable de recevoir des critiques à condition qu'elles soient constructives, de pouvoir en formuler. Ça veut dire être formé. On a besoin de formateurs à la communication non violente, à la facilitation. C'est ce qu'on fait chez Engage. On essaye à notre façon. Mais il faut, sinon le projet, il commence pas. Et c'est pour ça que la Fondation Zoé, dans chacune des initiatives, on amène 30 000 €. Alors, tu dis, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal déjà. C'est pas mal, oui. Suffisant pour pouvoir uniquement financer et sous réserve de l'implication des autres acteurs. Donc, c'est pas la Fondation qui arrive, philanthropie, non. C'est nous, on répond à la demande des acteurs, actrices du territoire qui nous disent, voilà, nous, on veut implanter. OK, vous l'implantez, OK. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faites un diagnostic territorial. Qui fait quoi déjà sur votre territoire? Et puis moi, je viens, on fait une conférence, mais je reste 3 jours et on fait des ateliers débats. Donc, on finance une facilitation, ou une chef de projet. On finance la moitié d'une thèse ou d'un postdoc avec les universités locales, parce que je suis chercheur à la base. Donc, j'inclus de fait le droit à l'erreur. L'expérimentation, c'est le droit à l'erreur, pour suivre la recherche, donc toutes ces questions d'impact, de critères, etc. Et là, on demande aux collectivités, et vous, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous engagez? Et donc, on travaille avec les parties prenantes. Donc, le principal frein là-dedans, c'est que quand le maire part, le suivant soit tout aussi engagé. C'est pareil dans les entreprises, tu sais.
Voilà. C'est ça, c'est la Pour la pérennité. question de la gouvernance. Comment tu fais quand le leadership va tourner? Comment tu fais pour pérenniser le modèle économique? Voilà, c'est des questions, mais en même temps, je trouve qu'il faut les poser. Et le modèle coopératif, ça fait 300 ans qu'il existe et ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Il Mmh. s'invente à chaque fois, donc c'est peut-être pas pour rien. Voilà. On va quand même prendre une ou 2 questions. Est-ce que Quentin ou Romane, je ne sais pas qui s'occupe de ça, est-ce que vous pouvez prendre la question et ouvrir le micro de, Marc Tirel? Je vais demander s'il vous plaît, question hyper courte, réponse hyper courte. Je suis désolé, mais on est pris par le temps. Alors Marc, voilà, je te vois Vous arriver. m'entendez? Oui, on Vous t'entend. m'entendez? Vas-y, j'écoute ta OK, question. super. Bonjour à tous les 2. En fait, récemment, il y a eu une velléité de députés ou de sénateurs pour remettre au goût du jour et de pouvoir expérimenter le revenu universel inconditionnel en France. Oui. Et je me dis qu'en fait, ils n'ont pas bien capté l'essence du RTE. Et donc, par rapport à ces projets émergents que tu portes, Sophie, et il y en a un autre que j'ai souligné dans la question, c'est le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Alors, en cours de route, j'ai changé la question que j'avais écrite à l'écrit, mais Allez, c'est vas-y. comment essayer de relier ces deux initiatives, voire de les renforcer, pour vraiment proposer quelque chose qui tienne la route au niveau politique dans les mois qui viennent, quoi, parce qu'on va en avoir besoin de ces initiatives. Et je pense Merci qu'il y a Marc. intérêt peut-être à Merci les Marc. Question relier. courte, on est pris. Sophie. Bah, merci beaucoup. Bah, écoute, j'y travaille. Depuis le premier confinement, on a énormément de. Mais c'est une galère. Donc là, c'est un frein aussi. C'est la dissonance qu'il peut y avoir quelquefois, qu'il y a souvent entre le bottom-up et le top-down en bon français. Voilà. Donc les ministères connaissent nos initiatives. Voilà, Gaël Giraud connaît aussi, évidemment, j'ai une émission avec lui et on travaille aussi avec les territoires zéro chômeur de longue durée. Donc le but, c'est de renforcer les complémentarités avec des dispositifs, sachant que les entreprises à but d'emploi des territoires zéro chômeur peuvent adhérer à des cycles. Donc c'est comment on se renforce mutuellement. Maintenant, au niveau politique, ben, c'est toujours pareil. Et ce que je trouve un peu triste avec le revenu universel, que je connais bien pour avoir travaillé il y a 15 ans sur le sujet, c'était un des sujets de ma thèse, c'est que souvent, ça reste un argument électoral. Il n'y a pas il n'y a pas de dimension économique, quoi. On change, c'est pour être élu, c'est un truc qu'on recycle. Et l'urgence écologique, elle est bafouée. C'est relégué à un parti. Et je trouve que voilà, la gauche, elle se formule quelquefois, se contente d'idées recyclées sans un véritable fond. Là, l'arbre, il n'est pas vraiment quoi. De réfléchir un peu à un renouveau. Et je trouve que ce renouveau, il doit se faire dans toutes les franges politiques, pas simplement dans certaines. Voilà. Donc, je ne sais Merci, pas. merci Sophie. On va prendre la question de Juliette Lamps, s'il vous plaît, Quentin. Merci Marc. Juliette, même principe malheureusement, question courte, réponse courte. Qu'est-ce que je dois répondre? Bah, je ne sais pas, on n'a pas la question de Juliette encore. Oui, elle est là. Pourquoi le monde industriel dispose d'outils pour gérer ses émotions et freins? Dans le cadre, pourquoi les collectivités n'utilisent pas ces outils? Alors oui, elle pourrait d'ailleurs utiliser aussi un financement avec les monnaies locales. J'ai une question aussi qui était là aussi tout à l'heure. On pourrait tout à fait imaginer une partie du RTE qui soit versée en monnaie locale. Ça va arriver à Terra, avec l'un des projets Terra notamment. Et les émotions, oui. Alors il y a, pour faire le lien avec la première partie, des TQR, travaux qui relient. Il y a de plus en plus aussi d'exercices et d'entreprises qui utilisent des formations de 2 jours extrêmement intéressants pour essayer de faire des travaux de reliance, pour s'ouvrir, moins se stresser. Donc, je vous invite à voir TQR, travaux qui relient, etc. Donc, il y en a. Et les collectivités, ça serait bien qu'elles les utilisent. Alors là, je vous rejoins, Juliette. Bien, alors on va être obligé de passer à la toute dernière partie. Je suis désolé, il y a encore plein de questions qui arrivent et on est obligé vraiment d'arrêter à 13h parce qu'on a une autre partie de travail avec les entreprises que l'on accompagne. Il commence à 13h, 13h02, c'est pas très grave, on va essayer de pas aller plus loin. Donc peut-être qu'on sera obligé de te réinviter, Sophie, pour reparler et ce sera un plaisir très important pour nous. J'aimerais qu'on termine avec ce qu'on fait toujours, avec de l'art. On t'a demandé de choisir une œuvre d'art et comme tu fais jamais rien comme les autres, tu en as choisi 2 et je trouve ça très bien. Et est-ce que Quentin, du coup, tu pourrais partager les œuvres d'art que Sophie a choisies? C'est quoi comme c'est quoi? C'est Mickey 3D, c'est ça?
Oui, c'est Mickey 3D. Mickey 3D, le Respire, la chanson. Et donc, il avait faite en 2003, une chanson catégorisée dans les écolos, en fait, voilà. Et il a eu un remix un peu plus rap en 2020. Et donc, je dirais, c'est peut-être nos commandes, quoi. Faut que tu respires, un masque pour aller à la plage. Donc, c'était extrêmement actualisé. Et puis, c'était l'idée de dire, mais qu'est-ce que tu auras fait? Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants? Nous, on pouvait dire la faute à nos parents, les boomers, etc. Mais qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? On est déjà la génération d'après. Voilà, donc je trouvais extrêmement intéressant cette chanson. Et j'aurais bien aimé intégrer Le Penseur, de Rodin, donc œuvre, Je connais un peu. Si ce n'est que dans sa première version, initialement, c'était une commande de l'État français, elle était située au-dessus de la porte des Enfers. Alors, comme on vient de parler beaucoup de spiritualité, c'était un petit peu peut-être à la base le poids de l'homme regardant sous lui le chaos. Et aujourd'hui, avec Respire en arrière-fond, le penseur qui écoute, c'est comment est-ce qu'il peut penser peut-être sur ses actes, mais peut-être penser cette fois-ci, non pas contre, mais avec le vivant. Dans une position un peu plus basse, ou en tout cas horizontale. Voilà. Exactement, penser et respirer en même temps. Merci beaucoup Sophie, c'était extrêmement nourrissant, extrêmement dense, parce que comme tous tes travaux, tu travailles sur des sujets extrêmement variés, et ce qui est très beau dans ta façon de penser, c'est que tu arrives à trouver des interrelations entre tous ces sujets, et c'est extrêmement vivifiant, je crois, vivant en tout cas, pour faire un mauvais jeu de mots. Donc merci infiniment à tous d'avoir beaucoup participé dans le chat. Je crois, j'ai l'intuition que cette conférence vous a beaucoup intéressé. On se retrouve d'ailleurs dans très peu de temps pour une nouvelle conférence action. On partagera tous les liens qu'a évoqué bien sûr Sophie dans le mail que nous enverrons à tous les participants. Merci encore infiniment Sophie, vraiment c'était passionnant, et puis garde ce sourire parce que on en a besoin pour parler de ces sujets qui parfois sont un peu difficiles, mais avec toi on reprend de l'espoir et de l'énergie. Donc merci beaucoup beaucoup beaucoup. À très vite à tous, et j'espère Sophie à très vite, que tu viendras bientôt nous voir à Paris. Très vite, et j'espère avec d'autres dénouements plus concrets, des exemples, ce qui se fait aussi sur les territoires. Merci infiniment. J'espère beaucoup. Et bonne fête, profitez quand même. Voilà, profitons tous quand même, et à très bientôt à tous. Bravo. À très bientôt.